Bonjour, je te souhaite la bienvenue dans cette deuxième capsule concernant l'électromagnétisme. Je te propose de poursuivre ici notre parcours concernant le courant induit. Alors à ce stade, grâce à la capsule précédente, ce que nous savons, c'est que lorsque nous avons une variation de flux, eh bien, on va provoquer un courant induit. Alors rappelle-toi, on avait imaginé qu'on avait une spire et qu'à proximité de cette spire, on approchait, on éloignait un aimant, et dans ce cas-là, eh bien, on avait un courant qui se mettait à circuler. Et donc j'insiste bien, ce qui fait qu'on avait un courant induit, c'est bien le fait que je venais déplacer mon aimant, ce qui veut dire que je venais changer le flux qui passait au travers de la surface du circuit électrique. Alors, la question qu'on va se poser pour démarrer, c'est de savoir, quand on a un courant induit, dans quel sens est-ce qu'il va circuler dans le circuit. Alors tu pourrais te dire, ok, à quoi ça sert? Eh bien, je te dis ici que ça nous sera utile et qu'on en aura besoin pour la suite, donc c'est important de le savoir. Alors pour ça, on va réaliser une expérience suivante. Alors sois vraiment bien attentif, suis bien le processus parce que tu vas voir qu'on va arriver ici à quelque chose d'assez chargé. Alors je vais imaginer que j'ai ici un circuit électrique ouvert. Donc tu vois ici, j'ai deux conducteurs et je vais venir fermer ce circuit grâce à un barreau qui est simplement posé sur les deux conducteurs et ce barreau, eh bien, il peut glisser, il peut coulisser. Ok. Alors l'idée ici, tu la vois déjà, c'est que en faisant bouger le barreau, je vais pouvoir augmenter ou diminuer la surface du circuit. Alors le circuit, je vais venir le relier de nouveau à un ampèremètre, donc qui va permettre de venir mesurer l'intensité du courant électrique. Et tu vois que j'ai partout au niveau du circuit un champ magnétique homogène, donc un champ magnétique de même intensité. Alors, quelle va être l'idée? Eh bien, pour démarrer, je peux dire que j'ai finalement la surface de mon circuit qui est délimitée par les côtés, par les coins A, B, C, D. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déplacer le barreau. Ce barreau, on va venir le faire déplacer, on va le faire aller de A à A', de B à B', et donc tu vois ici qu'il y a eu un déplacement que je note ici par le petit vecteur D. Alors, tu seras d'accord avec moi, pour déplacer le barreau, eh bien, j'ai dû appliquer une force motrice. Ok. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dans mon barreau conducteur, il y a des électrons. Et ces électrons, eh bien, ils se sont déplacés vers la droite, selon la direction de la force motrice, dans un champ magnétique. Ce que ça signifie qu'il y a une force de Lorentz qui s'est appliquée sur les électrons qui sont dans ce conducteur. On a déjà vu ce cas de figure. Alors à nouveau, ici, tu peux reprendre ta main gauche, puisqu'on parle d'électrons, et essayer de te représenter dans quel sens les électrons ont subi une force qui les dévie. Alors ici, en l'occurrence, eh bien, on a le champ magnétique qui est vers le haut, donc ça veut dire que je dois pointer mon index vers le haut, et les électrons se déplaçaient vers la droite, ce qui veut dire que je dois déplacer mon pouce vers la droite, positionner mon pouce vers la droite. Et du coup, tu vois que ton majeur, eh bien, il pointe dans cette direction-ci. Voilà, nous avons la force de Lorentz. Ok. Donc tu vois, j'ai représenté ici les électrons avec des petits points bleus. Alors, on a donc cette force de Lorentz qui s'est appliquée, très bien, ce qui signifie que mes électrons sont mis en mouvement, et comme les électrons, eh bien, tu vois qu'ils ont ici un circuit qui est fermé, eh bien, ils peuvent parcourir le circuit, ce qui veut dire que j'ai un courant électrique. Et tu vois que j'ai noté ici le courant électrique avec le symbole I, alors fais bien attention, tu vois ici que les électrons vont dans un sens, mais le courant conventionnel, il va dans l'autre sens. Voilà, c'est un petit détail, mais il faut y faire attention, c'est pas très commode, mais c'est comme ça. Maintenant, concentre-toi parce que les choses deviennent un petit peu plus complexes. Si je résume la situation, ici nous avons une force motrice qui a mis en mouvement le barreau et en même temps a fait se déplacer les électrons dans le champ magnétique. Du coup, les électrons sont mis en mouvement grâce à la force de Lorentz. Mais ce qui se passe, c'est que ces électrons, du coup, sont mis en mouvement grâce à la force de Lorentz, mais tu sais que des électrons en mouvement dans un champ magnétique, eh bien, ils subissent à nouveau la force de Lorentz. Donc on a ici, en réalité, une deuxième fois, une force de Lorentz qui va s'appliquer. Alors la petite particularité ici, c'est que comme on a un barreau et qu'on considère un courant électrique, en fait, on ne va pas appeler ça la force de Lorentz, on va appeler ça la force de Laplace. Alors la force de Laplace, elle est représentée dans ce sens-ci. Et qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, la force de Laplace, c'est la force provoquée dans un conducteur, la force provoquée sur un conducteur, par la circulation d'un courant électrique
dans un champ magnétique. Voilà, ça c'est la force de Laplace. En réalité, la force de Laplace, on peut considérer que c'est la même chose que la force de Lorentz. La différence, c'est que dans le cadre de la force de Lorentz, on considère des charges ponctuelles, des électrons. Dans le cas de la force de Laplace, on va considérer l'ensemble d'un courant électrique. Pour vraiment bien comprendre, tu peux imaginer que chacun des électrons qui a été mis en mouvement va subir une force de Lorentz orientée vers la gauche. Et si je fais la somme de chacune de ces petites forces subies par chacun des petits électrons, eh bien, en fait, chacun des électrons, il vient appuyer sur la gauche dans le barreau, et donc je peux considérer que l'ensemble du barreau, eh bien, il subit une force de Laplace, et cette force de Laplace est en fait la somme de toutes les forces élémentaires subies par chacun des électrons. Et donc, c'est ce que je disais, la force de Laplace, en fait, elle généralise un petit peu la force de Lorentz, et comme on le verra par la suite, si je connais l'intensité du courant électrique dans ce barreau, ben en fait, je peux calculer la force de Laplace en utilisant directement l'intensité du courant électrique plutôt que la charge de chacun des électrons. Alors, toujours est-il que ce qui va se produire ici, donc, c'est que nos électrons ont été mis en mouvement, et comme ils sont en mouvement dans un champ magnétique, eh bien, ils subissent une deuxième fois une force. Et tu vois que cette force, en fait, cette force de Laplace, elle est de sens opposé à la force motrice. Alors, si tu veux vérifier que ce que j'ai écrit est correct, eh bien, tu peux de nouveau utiliser la règle de la main gauche, puisqu'on a des électrons, charge négative. Tu peux orienter ton index vers le haut puisque le champ magnétique pointe vers le haut, orienter ton pouce dans le sens de mouvement des électrons et tu verras bien que ton majeur t'indique que la force de Laplace va vers la gauche. Ce qui se passe ici est au final un peu particulier puisque si on faisait l'expérience en vrai, eh bien on pourrait penser qu'on va juste faire glisser le barreau sur le circuit, que ça ne demanderait pas d'effort, mais en réalité, eh bien, on sentirait qu'il y a une résistance du barreau, puisque on se rend compte qu'il y a une force de Laplace qui s'applique dans la direction opposée. Alors, à quoi est-ce que c'est dû ? Eh bien, on peut le comprendre d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que en faisant bouger le barreau, on va générer un courant électrique, et générer un courant électrique, eh bien, ça demande de l'énergie. Et donc, quelque part, la force que je vais devoir utiliser va permettre de générer l'énergie nécessaire à la mise en circulation des électrons et donc à la création d'un courant électrique. Et donc, j'insiste bien, le barreau ici ne va pas glisser normalement, mais il y aura une espèce de résistance de la part du barreau et en fait du circuit électrique. La dernière chose dont je dois parler concernant cette expérience, c'est le fait que lorsqu'on a un courant qui circule dans un circuit, eh bien, on génère un champ magnétique. Ça, tu le sais déjà, on l'a vu avec les solénoïdes. Et du coup, ce qui se passe ici, eh bien, c'est que comme j'ai un courant qui circule, je vais avoir un champ magnétique qui va être créé dans la bobine. Alors la particularité, c'est qu'on a déjà un champ magnétique, mais on ne parle pas de ce champ magnétique-là, on va avoir en fait ce qu'on appelle un champ magnétique induit par le courant ici. Et ce champ magnétique, je vais venir le représenter ici avec deux flèches en mauve qui indiquent qu'on a un champ magnétique qui est dirigé vers le bas. Alors attention, le champ magnétique il se trouve partout au niveau du circuit, mais le schéma est déjà assez chargé, donc je le représente juste par deux flèches. Alors comment est-ce que j'ai pu représenter la direction ? Comment est-ce que j'ai pu déduire la direction de ce champ magnétique induit ? Eh bien, j'ai appliqué la règle du tire-bouchon. Imagine ici que tu viens placer un tire-bouchon au milieu du circuit. Eh bien, si tu fais tourner le tire-bouchon dans le sens du courant, et alors attention, je parle bien du sens conventionnel du courant, eh bien tu peux te rendre compte que si je faisais cela avec une bouteille, avec un bouchon en liège, eh bien, en faisant tourner mon tire-bouchon dans ce sens-là, donc en fait dans le sens horlogique, eh bien, j'enfoncerai mon tire-bouchon, et donc ça me donne bien la direction du champ magnétique induit dirigé vers le bas. Et donc, à nouveau, ce qu'on observe ici, c'est qu'on a quelque part un phénomène où on a un champ magnétique qui donne naissance à un courant électrique, et en fait ce courant électrique donne lui-même naissance à un champ magnétique opposé au champ magnétique d'origine. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on va appeler la loi de Lenz. Alors, la loi de Lenz, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Eh bien, elle nous dit que lorsqu'on a un courant induit qui circule dans un circuit, eh bien, le courant va circuler dans un sens qui va générer un champ magnétique induit qui sera opposé au champ magnétique qui lui a donné naissance. Alors, la formulation est un petit peu compliquée, mais en fait, je l'ai déjà expliqué.
tu peux voir qu'à l'origine du courant électrique, eh bien, il y a le mouvement de mon barreau, mais surtout il y a le champ magnétique, les flèches vertes orientées vers le haut. Eh bien, le mouvement du barreau et ce champ magnétique orienté vers le haut va donner naissance à un courant. Et si je veux connaître le sens de ce courant, le sens de circulation, eh bien, je dois savoir que ce courant va circuler de manière à donner naissance à un champ magnétique induit qui sera opposé au champ magnétique d'origine. Et donc ici, grâce à la loi, ou à la règle plutôt du tire-bouchon, eh bien, je peux me rendre compte que mon courant doit circuler dans le sens horlogique. Voilà. Prends vraiment le temps d'assimiler les choses. Tout ce que j'ai expliqué ici n'est pas évident à capter au premier abord, donc il faut prendre le temps d'assimiler ça. Alors, je te propose maintenant de nous intéresser à l'intensité du courant induit. Là, on a pu déterminer ensemble la loi de Lenz qui nous indique dans quel sens le courant va circuler. Ce que j'aimerais bien faire maintenant avec toi, c'est calculer l'intensité de ce courant. Alors déjà, pour un peu te donner une idée, pour savoir vers quoi on va, tu te doutes que pour déplacer le barreau, j'ai dû fournir une certaine énergie. Et on a vu que je ne dois pas juste déplacer le barreau, mais que j'ai une force qui va venir s'opposer au déplacement, à la force de la place. Eh bien, tu peux te douter qu'en déplaçant le barreau, j'applique une force et j'ai un certain déplacement, donc je vais effectuer un certain travail, je dépense une certaine énergie. Eh bien, cette énergie que je vais dépenser, eh bien, elle va servir à créer ce courant électrique. Et donc, je vais avoir un transfert d'énergie, l'énergie mécanique que j'ai générée moi va être transférée aux charges électriques. Et donc, on va partir de cela en disant que le travail que j'ai généré va être transmis aux charges électriques. Alors, la première chose que je peux faire, c'est de dire que le travail, je peux le quantifier. Le travail que j'ai fourni, c'est la force motrice fois le déplacement. Rappelle-toi, la notion de base du travail, c'est une force multipliée par un déplacement. Ce que je peux faire maintenant, c'est constater que si je suis à vitesse constante au niveau de mon barreau, et en fait c'est le cas qu'on va considérer ici, donc si je bouge mon barreau à vitesse constante, la force motrice, eh bien, elle aura la même intensité que la force de la place. La différence, c'est que la force de la place est de sens opposé, et donc je peux noter que Fm fois d est égal à moins Fl fois d. Alors ce qui est intéressant, c'est que la force de la place, on peut la calculer et que du coup, le travail ici mécanique que j'effectue, je vais pouvoir le relier aux grandeurs électriques qui correspondent. Alors pour faire ça, on va devoir faire un petit détour. Rappelle-toi ce que j'ai dit, la force de la place, en réalité, elle découle de la force de Lorentz. Et donc on va essayer ici d'exprimer cette force de la place en partant de la force de Lorentz. La force de Lorentz, on avait vu que l'intensité de la force, c'est Q fois V fois B. Donc la charge Q multipliée par la vitesse des charges multipliée par le champ magnétique. Ce que je vais faire ici, je vais réaliser une petite manipulation. Je vais dire que la vitesse ici des charges, elle correspond à une longueur parcourue sur un intervalle de temps. Et en l'occurrence ici, la longueur, ce sera la longueur du barreau. Tu vois ? Et donc ce que je vais faire ici, en manipulant ceci, je peux retrouver l'expression du courant électrique, parce que le courant électrique, on a dit que c'était des charges par unité de temps. Et donc ici, je vais associer la charge Q que je vais diviser par le delta T, et ça me donne le courant électrique. Et donc ça me permet de manipuler cette expression, QV fois B, en I, donc le courant, fois la longueur du barreau multiplié par le champ magnétique. Voilà. Et donc tu vois ici, comme je le disais, QV fois B c'est la force de Lorentz, IL fois B c'est la force de Laplace. Donc c'est quelque chose qui découle du même phénomène en réalité. Et donc je vais pouvoir maintenant remplacer ici le terme FL dans mon équation en disant que le travail de la force motrice il correspond à moins ILB multiplié par D. Très bien, alors maintenant ce que je vais faire, je vais pouvoir ici tenir compte du fait que l'énergie électrique, comme je l'avais dit dans la vidéo de rappel, l'énergie électrique c'est la tension électrique multipliée par l'intensité du courant électrique multipliée par l'intervalle de temps que je considère. Et donc, comme je considère ici qu'il y a conservation d'énergie, ça veut dire que l'énergie que j'ai dépensée pour déplacer le barreau est conservée, cette énergie elle va être transmise aux charges électriques. Et donc je peux écrire cette correspondance ici en disant que le travail de la force motrice correspond à l'énergie électrique.
Du coup, je me retrouve avec deux expressions différentes pour le travail de la force motrice, et je peux donc égaler ces deux expressions, ce que je fais maintenant. Voilà. Alors, de là, tu vois directement que ce qu'on va pouvoir faire, ce sera, par exemple, isoler la tension électrique. Voilà, c'est ce que je fais ici. Donc la tension électrique est égale à moins I LBD divisé par I delta T. Bon, forcément, les I vont se simplifier. Et je me retrouve avec moins BLD sur delta T. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant à constater. C'est que le produit LD qu'on a ici, eh bien, ça correspond à une variation de surface. Alors pourquoi une variation de surface? Eh bien, au départ, dans mon expérience, j'avais une surface du circuit électrique qui était délimitée par ABCD. Et puis, en ayant déplacé mon barreau jusqu'à A'B', je me retrouve avec une surface délimitée par A'B', Et donc LD, ça correspond à la différence de surface entre le début de l'expérience et la fin de l'expérience. Alors c'est ce que je vais noter ici. Donc le delta S correspond à la surface finale moins la surface initiale. Et la surface finale, si je nomme la surface du départ comme étant S, eh bien la surface finale c'est S plus LD. Et la surface initiale c'est simplement S. Maintenant, rappelle-toi de ce qu'on a vu auparavant. Eh bien, on a vu ensemble que le flux magnétique, eh bien, c'était en réalité une surface multipliée par un champ magnétique. Eh bien, dans ce cas-ci, on n'a pas une surface, on a une surface, mais on a plutôt une variation de surface. Et donc, si j'ai une variation de surface, ça veut dire que j'ai une variation de flux. Et donc, je peux noter ça ici en disant que j'ai delta phi est égal à delta S fois B. Grâce à cela, je peux maintenant remplacer le terme moins BLD par moins phi delta T. Et donc, j'arrive ici à une expression de la tension induite dans le circuit. Cette tension induite, elle correspond à moins delta phi sur dt. Donc, elle correspond à une variation de flux magnétique sur un intervalle de temps. Alors, on va généraliser un petit peu ce résultat. Et pour généraliser un petit peu ce résultat, eh bien, on va tenir compte du fait que j'ai ici un circuit électrique, j'ai envie de dire une spire. Eh bien, on pourrait réaliser la même chose, observer le même phénomène pour un certain nombre de spires. Donc, si j'avais un enroulement, un circuit enroulé avec n spires, eh bien, je pourrais dire que la tension induite va correspondre à moins n fois delta phi sur delta t. Et donc, ça veut dire ici que je vais avoir en réalité une somme de tensions induites aux bornes de chaque spire. Et donc si j'ai n spires, eh bien je vais avoir une mise en série de n tensions. Alors reprenons ce résultat puisqu'on n'en a pas encore tout à fait terminé avec cette loi qu'on vient d'établir. La loi justement dont il est question ici, eh bien elle porte un nom, c'est ce qu'on appelle la loi de Faraday. Et donc, je vais la réécrire ici pour qu'on puisse l'analyser. Donc, on a obtenu la tension est égale à moins n delta phi sur delta t. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai une variation de flux, je vais générer une tension dans un circuit électrique. Et ce que je peux faire, si je veux avoir une tension élevée, et on verra que ça peut être intéressant, je peux jouer sur la variation du flux, et pour ça, soit je peux faire varier le champ magnétique B, soit je peux faire varier la surface, comme dans le cas qu'on vient de voir. Ce que je peux faire également, si j'ai envie d'avoir une tension élevée, eh bien je peux jouer sur le delta T, à savoir que plus j'ai un delta T petit, eh bien plus j'aurai une tension importante, une tension élevée, parce que ça veut dire que j'ai une variation importante sur un intervalle de temps très court, et donc ça implique une tension élevée. Alors la dernière chose, on a obtenu ici un moins dans cette expression. Ce moins, il vient du fait qu'on a vu ensemble que la tension qui est générée, eh bien, elle respecte la loi de Lenz, c'est-à-dire que on va générer une tension qui va créer un courant qui lui-même va générer un champ magnétique qui va venir s'opposer au champ magnétique d'origine. Et donc c'est ça le sens du moins ici, c'est parce que au final on a une espèce de réaction du circuit qui vient s'opposer au changement en réalité. Alors, dernière chose, moi ce qui m'intéressait ici, c'était de calculer le courant induit, l'intensité du courant induit. Là, j'ai calculé la tension du courant induit. Ce que je vais tout simplement venir faire, c'est que je vais utiliser la loi de Ohm et je vais venir isoler le courant. Donc, la loi de Ohm nous dit que U est égal à RI. Moi, ce qui m'intéresse, c'est I.
Donc je vais écrire que I induit est égal à U sur R. Et le U ici, c'est bien la tension induite. Cette tension, on vient d'en calculer l'expression, et donc je peux dire que le courant induit dans un circuit, eh bien, il correspond à moins N delta phi sur delta T divisé par R. Cette capsule a été assez dense en informations, je te propose donc de nous arrêter là pour l'instant, et nous poursuivrons dans une capsule à venir. À bientôt!